Coucou Péra, on continue la suite de la petite histoire sur les États-Unis, encore. Je pense que j'en ferai plusieurs parce que vu le pavé qu'il y a sur Wikiki, ça va être long. Hein. Alors, je vais mettre la petite musique qui va bien. J'espère qu'elle sera pas trop forte. Bref, c'est pareil, de la musique, ça va peut-être pas te plaire, j'en sais rien. J'ai été en trouver une vite fait, un peu à l'arrache, encore une fois. Alors, j'en étais à la naissance des États-Unis. Ah putain, la musique me perturbe par contre. Déjà que je sais pas lire, je vais la baisser. Ouais, on verra. Tac. Alors, l'élimination de la Nouvelle-France fait disparaître tout danger immédiat et rend quasi inutile et donc difficilement supportable la présence des troupes anglaises. Au même moment, le gouvernement britannique veut répartir entre tous ces sujets les charges financières nées de la guerre et cherche à faire payer aux colons des taxes nouvelles. Toutes ces mesures sont jugées illégales par les colons qui n'ont pas été consultés. Pas de taxation sans représentation, martèle-t-il. Pour les Britanniques, le Parlement représente tous les sujets de Sa Majesté et peut donc les taxer. Le Parlement de Londres finit par supprimer la taxe la plus contestée, le Stamp Act, le 18 mars 1766. Alors, le conflit s'envenime quand le gouvernement britannique décide, pour sauver la Compagnie des Indes orientales, en grande difficulté financière, de détaxer le thé qu'elle vend. Cette décision provoque la Boston Tea Party du 16 décembre 1773, au cours de laquelle un groupe de colons déguisés en indiens jette à la mer une cargaison de thé de la Compagnie des Indes. Le gouvernement britannique ferme le port de Boston et abolit les franchises du Massachusetts. Les colons résistent et s'organisent. La bataille de Lexington le 19 avril 1775 est le signal de la rupture et du début de la guerre d'indépendance américaine. En 1775, les révoltés, appelés aussi insurgents, choisissent comme commandant en chef George Washington, originaire de Virginie, qui a combattu contre les Français lors de la guerre de 7 ans. Il cherche rapidement un allié et se tourne vers la France, désireuse de prendre sa revanche sur les Britanniques. Dans la même période, le Congrès continental, composé de représentants des colonies révoltées, tient une session permanente à Philadelphie. Elle décide de rompre définitivement les ponts avec la métropole. La déclaration d'indépendance, rédigée par Thomas Jefferson, est adoptée par le Congrès le 4 juillet 1776, énonce des principes issus de la philosophie des Lumières comme les droits naturels et politiques des hommes, rappelle les griefs des colons envers le Royaume-Uni. Il s'agit d'un véritable acte révolutionnaire qui a posé les principes qui guidèrent ultérieurement tous les mouvements d'émancipation. La guerre mobilise peu d'effectifs. La Grande-Bretagne n'aligne pas plus de 40 000 hommes dans un territoire éloigné de la métropole. Les soldats de Washington sont tout au plus 20 000. De plus, cette armée composée de volontaires peu disciplinés se réduit lors de grands travaux agricoles à 3 000 hommes en état de combattre. Ils ont cependant pour eux l'enthousiasme et la connaissance du terrain. La victoire de Saratoga en 1777 et le travail de Benjamin Franklin, ambassadeur des insurgents à Paris. J'ai un truc qui gêne. Entraîne l'intervention française. La France apporte son appui militaire avec une armée dirigée par Rochambeau ainsi qu'une flotte commandée par et de Grasse, seul capable de briser le blocus des Britanniques. La victoire de Yorktown le 19 octobre 1781 met fin à la résistance de l'armée et de la flotte britannique.
L'indépendance américaine est reconnue par le Royaume-Uni en 1783. L'organisation du nouvel État et la création d'une république. Le traité de Paris en 1783 met un terme à la guerre et reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique. La Constitution de 1787, putain j'ai du mal avec les dates, je veux pas, instaure pour la première fois un gouvernement fédéral fondé sur un partage des compétences entre l'État fédéral et États fédérés. L'État fédéral est souverain pour la politique extérieure, la défense, le commerce extérieur ou entre les États. Tout ce qui n'est pas expressément délégué à l'État fédéral, comme la justice, la protection des droits individuels, l'instruction. J'ai franchement du mal à. C'est pas grave, si tu arrives à comprendre quelque chose. Alors, tout ce qui n'est pas expressément délégué à l'État fédéral, comme la justice, la protection des droits individuels, l'instruction, est du ressort des États fédérés. Les Américains sont à la fois citoyens de leur État et l'État fédéral. Ils participent donc à la voie politique des deux instances. Les pères fondateurs ont délibérément laissé aux États-Unis une place de prédilection pour ménager les défenseurs de la souveraineté étatique. La répartition des pouvoirs est conçue selon une séparation stricte. L'exécutif est confié à un président élu pour 4 ans, rééligible, et d'un vice-président élu sur le même ticket. Les secrétaires, c'est-à-dire les ministres, doivent être choisis hors du législatif. Le président est à la fois chef de l'État et du gouvernement, commandant en chef de l'armée et des milices des États. Il nomme les ambassadeurs, conclut les traités et promulgue les lois. Le pouvoir législatif appartient au Congrès, composé du Sénat et de la Chambre des représentants. Le Sénat représente les États. Chaque État, quelle que soit sa taille ou sa population, élit 2 sénateurs, élus pour 6 ans et rééligibles par tiers tous les 2 ans. Ouais, ça j'ai pas compris, mais bon. La Chambre des représentants représente les citoyens. On compte à l'origine un représentant pour 2 ans pour 30 000 citoyens. Ce système est issu d'un compromis entre grands et petits États. Ces derniers craignant d'être écrasés par les États les plus peuplés. Ouais, j'ai pas lu mon truc, mais c'est pas grave. Bref. Le Congrès vote les impôts, établit le budget, propose les lois au président qui les signe, approuve les traités à condition qu'une majorité des 2 tiers se soit prononcée au Sénat. Le pouvoir judiciaire. Putain, j'ai du mal à lire, à revenir à la bonne ligne, pardon. Le Congrès vote les impôts. J'en étais à là. Peut-être. Le Congrès vote les impôts, établit le budget, propose des lois au président qui les signe, approuve les traités à condition qu'une majorité. Voilà, j'en étais à là. Majorité tiers se soit prononcée au Sénat. Le pouvoir judiciaire est confié à une Cour suprême qui doit garantir les droits des individus et interpréter la Constitution américaine. Le pouvoir judiciaire est supérieur aux 2 autres dans la mesure où les actes de l'exécutif et du législatif peuvent lui être soumis. Pour entrer en application, le texte doit être ratifié par 9 États, ce qui est une reconnaissance du rôle politique des États fédérés et même une acceptation de la pluralité de la nation américaine perçue comme les compositions d'entités différentes. Ouais, mon diaporama il est pas top, mais j'ai pris ce qu'il y avait. Et ben du coup, je sais plus où c'est que j'en étais. À l'issue de la ratification, 3 États, le Rhode Island, la Virginie et New York, ont introduit des clauses leur réservant le droit de reprendre, le cas échéant, les pouvoirs qu'ils venaient de déléguer. La stabilité constitutionnelle est due au fait que toutes les modifications de la Constitution doivent avoir l'approbation des 3/4 des États.
Tac, tac, tac. Alors, en accordant aux Américains leur indépendance, les Britanniques leur concèdent les territoires de l'Ouest, soit un vaste espace allant des Grands Lacs à la Floride et bordé à l'ouest par le Mississippi. Les États choisissent de les abandonner à l'État fédéral. Ouais. L'ordonnance du Nord-Ouest en 1787 fixe un cadre pour l'évolution de ces terres et pour le territoire américain. Ces régions obtiennent le statut de territoire dès qu'il s'y trouve 5000 hommes libres et adultes. Dès qu'un quorum de 60 000 citoyens est atteint, elles acquièrent le statut d'État, avec les mêmes droits que les 13 États fondateurs. Cette charte de l'Ouest produira rapidement ses premiers effets. Le Kentucky entre dans l'Union en 1792, le Tennessee en 1796. Est-ce que je continue ou j'arrête? Ouais. Pire, je ferai une pause entre. Ouais, non, je vais stopper la vidéo là, parce que ça a l'air d'être un gros pavé après. Mais t'inquiète, je fais pause dans le diaporama, la musique, et je reviens après. Allez, bonne nuit Pépé.